Donc Jean-Luc aka Léon vous a dit ce matin. Donc, je suis encore un Julien. Voilà, en ce moment, c'est une thématique. Hein. Donc je suis brasseur à la brasserie Grenaille que j'ai montée il y a une dizaine d'années. Et donc 2011, on est en brasserie coopérative, on travaille à deux et puis on a tout un groupe autour de nous pour surtout monter des projets en parallèle de la brasserie. Et voilà, et j'ai longtemps brassé tout seul dans mon coin et puis là on est passé sur un autre modèle. Avant de m'installer et de créer la Grenaille, j'étais brasseur amateur depuis fin 2004, début 2005. Donc voilà, j'ai commencé en fouillant un peu, en trouvant mes infos sur le forum. Qu'est-ce qu'il dit? Tu veux bien parler plus fort, le monsieur? Parce que c'est des vieux à l'arrière. Ah ouais? Non, ce que j'allais dire. Je passe ça pour toi, Dominique. Je reprends pas depuis le début, hein, par contre. Donc oui, j'ai commencé en fouillant sur le forum brassage amateur, comme beaucoup, et ensuite sur Univers Bière, comme beaucoup. J'ai appris en brassant dans une petite brasserie artisanale en stage professionnel et j'ai appris qu'on pouvait brasser à la maison en brassage amateur. Je savais pas du tout. Au départ, c'était par curiosité que j'ai fait ça et je me suis très vite pris au jeu. Alors voilà, 2004-2005, on en a déjà causé un peu certains entre nous. C'est une époque où voilà, trouver le matériel et les matières premières pour le brassage amateur, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Et en plus, comme j'avais pas de sous, j'ai pris l'option bricolage assez vite. Donc voilà, je suis pas du tout sur le modèle Brutools du coup, donc on va voir un peu d'autres façons de faire, mais ça se fait très bien aussi. Et mon souci au fur et à mesure des années de brassage, parce que là je brasse donc à la Grenaille c'est des cuvées de 600 litres, ça reste très manuel le matériel, parce que j'ai un peu adapté ma méthode brassage amateur en plus gros et j'ai peaufiné certaines choses. Il y a des choses beaucoup plus spécifiques maintenant et plus pointues, on va dire, mais dans l'ensemble, c'est quand même le même procédé de fabrication de bière en gros qu'en petit. Et mon souci au fur et à mesure des années, en fait, ça a été de simplifier la façon de fabriquer la bière, quoi. Mais en gardant certaines choses essentielles, parce que voilà, on peut pas prendre de la céréale crue à la place du malt, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, donc là, l'approche, bon, ça va être un peu une discussion libre, mais j'ai pas de diaporama ni rien. Hein, c'est plus méthode de brassage sans gros matériel, un peu de bricolage et en simplifiant tout ce qui peut être simplifié sans dénaturer le résultat, quoi. Au final, la bière, c'est quand même le plus important. Donc en gros, t'as pas de moteur, Non, t'as juste un fond filtrant, de temps en temps, tu refais une recirculation avec un seau. ça va être un peu ça, ouais. Alors en gros, j'ai une pompe, etc., mais oui, ça va être ça. Je veux faire un point d'abord sur l'essentiel. Pour moi, ce qui peut pas être simplifié ou esquivé, quoi. Pour moi, la première chose, c'est les matières premières. C'est trouver des bons maltes, des bons houblons et sélectionner une levure qui va bien. Parce que bon, j'en connais, je pense que peut-être vous avez déjà essayé de prendre un cube de levure de boulangerie et de faire de la bière avec. Les résultats sont quand même assez bizarres et c'est assez éloigné de ce qu'on attend souvent d'une bière, quoi, généralement. On a peut-être tous essayé de brasser avec du houblon sauvage, pareil, cueilli voilà, au bord d'un bois ou d'une rivière. Niveau aromatique dans la bière, c'est pas toujours super intéressant ni super marqué, voire des fois ça sent un peu l'ail ou des choses comme ça. Donc le choix des matières premières, déjà, pour moi, je fais pas l'impasse dessus. J'essaie de prendre toujours les matières premières vraiment les plus qualitatives que je peux trouver. Bon, après nous, on est sur une production bio, donc j'essaye de prendre des maltes et des houblons bio et les plus locaux possibles. Alors en brassage amateur, c'est pas toujours possible de trouver, mais de plus en plus quand même avec les néo-houblonniers et les malteries artisanales, on arrive à trouver des matières maintenant qui viennent pas forcément de l'autre bout de l'Europe, voire de l'autre bout de la planète, et qui sont intéressantes et de bonne qualité. Matières premières dont je parle, malt, houblon, levure, il y a l'eau aussi. Alors là, je vais commencer à contredire tout ce qui a été dit donc dans les interventions précédentes.
pas contredire, mais d'une autre façon de faire, mais pas vraiment puisque moi je n'ai jamais corrigé mon eau, j'ai jamais modifié mon eau de brassage. J'estime que je fais la bière que l'eau que j'ai chez moi me permet de faire. Maintenant, je fais toutes sortes de styles de bière quasiment et je ne trouve pas de problème ni d'astringence ni de mauvais goût dans mes bières. Alors peut-être que mon process fait que en fait les pH évoluent et que j'ai un profil d'eau qui est correct. Je le connais pas par cœur mon profil d'eau. Je sais que j'ai un pH d'eau qui est presque à 8. C'est pas du tout ce qu'il faut par exemple, mais à l'empâtage je descends donc ça tout va bien quoi. Donc première chose, alors mon approche elle est pour du brassage amateur débutant. Après c'est possible, enfin voilà, moi ça fait 17 ans que je brasse comme ça va bien aussi. On n'est pas obligé, mais bon, Fabien l'a évoqué ce matin, on n'est pas obligé de modifier son eau pour faire de la bière. Si maintenant le résultat qu'on obtient n'est pas satisfaisant, qu'il y a des faux goûts, qu'il y a des problèmes, on peut chercher de ce côté-là et effectivement jouer là-dessus, mais voilà, c'est pas indispensable. Autre point crucial, un nettoyage désinfection. Sans faire de désinfection drastique après ébullition, c'est compliqué quand même d'avoir des bières qui tournent pas ou voilà, qui sont pas contaminées par des levures sauvages ou des bactéries. Donc ça, on peut difficilement faire l'impasse dessus. Le concassage, pour moi, c'est une étape primordiale parce que la mouture qu'on va avoir, la finesse de la mouture ou la grossièreté de la mouture va être essentielle. Je vois beaucoup, quand on fait des journées d'initiation de brassage amateur à la Grenaille depuis des années que j'anime. Souvent, les gens qui commencent à brasser ont des problèmes de colmatage, ils arrivent pas à filtrer, ça sort pas, machin, et c'est souvent que la mouture est un peu trop fine. Alors quand on cherche pas à être ultra précis, je trouve qu'il vaut mieux avoir une mouture un peu trop grossière qu'un peu trop fine. Parce qu'un peu trop grossière, on va perdre un peu en rendement. Est-ce que c'est grave de devoir ajouter 200 grammes de malt sur une recette de 20 litres pour rattraper, par exemple? Une mouture trop fine, en général, ça pardonne pas, quoi. Niveau filtration, je pense qu'on a tous déjà eu des filtrations qui durent des heures et des heures avec un tout petit filet qui sort comme ça et qui veut pas, et devoir racler ou aérer le gâteau pour arriver à quelque chose. Étape primordiale, le concassage. Et le temps. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut prendre le temps et laisser le temps. J'ai jamais essayé d'accélérer ou de raccourcir les étapes de fabrication de la bière. C'est-à-dire, je fais des temps d'empâtage assez longs, je fais des ébullitions assez longues, je fais des temps de garde en fermenteur ou en seau très longs. Voilà. Et je pense que le temps est important. Il faut, voilà. On a tous aussi fait l'expérience d'embouteiller ou de passer en garde à froid après une fermentation qui n'était pas complètement finie, pas complètement atténuée. Et voilà, les surprises en bouteille arrivent après, quoi. Voilà pour l'essentiel, les choses qu'on peut pas, sur lesquelles on peut pas passer. Et les températures aussi, hein, les températures de palier, de brassage, d'empâtage, température d'eau de rinçage et température de fermentation, pour moi, sont des choses aussi primordiales. Et moi, j'ai énormément gagné en qualité sur mes brassins à partir du moment où j'ai géré vraiment les températures de fermentation. Au départ, je mettais le seau hop, dans un coin du salon ou le truc, et puis des fois, il faisait 17 degrés la nuit et 24 la journée, selon les saisons. Et bon, les levures, ça aime pas les changements, ça aime pas les stress thermiques, et ça fait des trucs bizarres, quoi, quand il y a des trop de changements de température. Du coup, au niveau de la finesse, voilà, et des faux goûts, ça joue énormément, quoi. Donc voilà, les températures à chaque étape sont quand même aussi primordiales. Je ferai pas l'impasse dessus. Euh, alors, je suis aussi de ceux qui suivent pas les recettes. Alors, je note mes recettes, je note tout, les températures, les temps, les grammes de houblon, les machins. Mais je suis incapable de suivre une recette. Et en cuisine, c'est pareil, hein. Je prends un livre de recettes, je suis incapable de suivre le truc. Il faut toujours que ça dévie à un moment, ou que je prenne 3 recettes différentes et que je fasse ma sauce au milieu de tout ça.
Donc je ne suis pas de style. En général, quand je crée une bière, je suis pas un style particulier. Je dis pas je veux faire une India Pale Ale, je veux faire voilà, une Kölsch, une je sais pas quoi. En fait, je me dis tiens, oui, bah, comme on a vu un peu tout à l'heure sur la création de recettes, j'ai envie d'avoir un profil plutôt maltais, un truc assez fort en alcool, un truc plutôt sec, plutôt rond. Je fais ma tambouille un peu. Effectivement, je trouve que faire des essais, des smash avec un seul malt, un seul houblon, séparer des brassins pour faire essayer 2 levures différentes, ça permet vraiment de se faire une banque mentale et sensorielle en fait des matières. On sait l'impact qu'a le goût d'un malt, d'un houblon, etc. Et à force d'en essayer plein, faut pas avoir peur d'en essayer plein, on les connaît un peu et on arrive à composer en fait déjà mentalement sa recette et on arrive sur des choses. Et je trouve que suivre des styles de bière, c'est aussi un carcan. Alors ça, c'est un guide, c'est intéressant quand on aime un style de bière de s'en approcher, de faire une Imperial Stout, une Irish Red Ale ou je ne sais pas quoi. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de se laisser guider un peu par le feeling, par le goût, l'inspiration, parce qu'on arrive à des choses plus personnelles et plus, voilà, plus originales des fois. Pour moi, c'est comme en cuisine, quoi. Jusqu'à en gros, jusqu'à la fermentation, enfin, créer une recette, c'est vraiment de la cuisine, quoi. Donc, sur les ajouts d'épices, c'est combien de temps on les met, combien de temps on les fait cuire ou pas cuire, à quel moment on les met. C'est de la popote, quoi. Voilà. Alors, pour le concassage, alors sur mes brassages maison en picot, donc je concasse avec le vélo là, qui est là-bas à l'entrée, donc c'est vélo concasseur. J'avais le moulin à manivelle, donc le petit la Corona. À un moment, j'en ai eu marre de tourner la manivelle et j'avais vu à la brasserie du Roulier, pour ne pas la nommer, un vélo concasseur. Donc j'en ai fabriqué un aussi et c'est vrai que ça évite le bruit de la perceuse ou du moteur et ça permet de concasser de manière ludique et c'est très efficace. Un petit truc, voilà, moi j'ai trouvé mon réglage sur mon moulin là d'écart des meules, je ne le touche jamais. Quand je passe d'autres céréales, du seigle, du blé, des choses comme ça, en fait, je les mélange avec le malt d'orge avant de concasser et ça passe toujours avec mon réglage de base. Voilà, petit truc. Voilà. Ensuite, pour le brassage en lui-même, l'empâtage, l'infusion, sans surprise, vu que je veux tout simplifier, je fais du monopalier. Donc voilà, méthode monopalier. J'ai appris en multipalier et ça m'a très vite gonflé. Aussi parce que je trouve que c'est plus risqué en fait de se planter quand on maîtrise pas parfaitement sa chauffe et son brassage, son mélange. Parce que, en fait, au fond de la gamelle et au-dessus de la gamelle, on a souvent 2-3 degrés de différence et 2-3 degrés de différence pendant les phases d'infusion du malt, ça change tout, hein, sur une recette. Des fois, le temps de monter en température pour passer d'un palier à l'autre est long, plus long que prévu et il se passe des choses aussi. Et finalement, moi, j'avais mes premières recettes en brassage amateur, je les faisais en multipalier. Un jour, j'ai tout adapté en monopalier et j'ai retrouvé mes bières. À partir de là, j'ai plus fait de multipalier. Juste un peu plus long, un monopalier à combien là? Alors ma base, quand j'essaie une recette, souvent c'est 68 degrés. Je suis plutôt 68 degrés. Je trouve je crois que c'est le palier de tradition anglaise en monopalier. Je trouve qu'il y a un bon équilibre en fait entre dextrine et maltose, entre résiduel et fermenté cible, quoi. Après, voilà, pour moi, je joue de 2 degrés plus ou moins, quoi. Si je veux une bière plus atténuée, plus sèche, je vais descendre à peut-être 66. Si je veux quelque chose d'un peu plus rond, sortir un peu plus de dextrine, je vais monter à 69-70. Mais je m'éloigne rarement de ça, quoi. J'aime bien qu'on sente le malt et le houblon dans une bière. Et je trouve que quand c'est trop atténué, on sent plus le malt. Donc, non, je ne fais même pas de mash out. Je fais jamais de palier à 50, quasiment. Je me ferai engueuler par mon malteur, mais je fais pas de mash out. Parce qu'au final, une fois qu'on commence à filtrer, qu'on remet à chauffer, qu'on rince, le mash out, il se fait, on monte forcément à 78 degrés et il n'y a pas de souci, quoi.
Donc ce n'est pas indispensable non plus. Tu rinces à Je rince, en général, l'eau, je l'envoie, elle est presque à 80, ce qui fait qu'elle arrive, elle est à 78. Ouais. Et après, au final, si on en monopalier, en général, on brasse dans une cuve isolée qui maintient la température. En fait, j'empâte, je mélange mon eau, mon malt, je mets mon malt, j'envoie mon eau à 74, 75 degrés en général pour arriver à 68. Je touille, j'homogénéise tout pour vraiment avoir la même température partout, bien imprégner tout le malt. Et ensuite, je referme et je ne touche plus. Et je fais 90 minutes. En plus, je fais assez long. Je fais 1 heure et demie de monopalier. Et au bout d'1 heure et demie, des fois, j'ai perdu 1 degré, mais pas plus. Faut vraiment pas perdre de température. Et du coup, mon équilibre entre sucre fermenté cible et sucre résiduel, il est maintenu. Donc, il y a pas besoin en fait de buter les enzymes. À la limite, on filtre, on envoie en ébu. Au début, ouais, mais après, je vais boire l'apéro et puis je vais manger. Mais voilà, du coup, manuel, enfin, que ce soit en 20 litres ou en 600 litres, je n'ai pas d'hélice de brassage, c'est tout au fourquet, tout à la main. Alors, en monopalier, hormis mon premier brassage où j'avais mis 4 tasseaux de bois et un vieux drap que j'avais agrafé dessus, où j'ai jamais réussi à filtrer, je suis très vite passé à la tresse en inox, donc un bricolage que j'avais vu sur le forum. Et dans une odieuse glacière plastique. Mais ça, c'est un bricolage qu'on retrouve même dans Palmer, dans How to Brew, qui est pour moi la Bible du brassage amateur, en anglais, n'est-ce pas? Une glacière comme ça permet de maintenir un monopalier sans perdre 1 degré quand tout va bien. Pour du 20 litres, c'est bien. Et voilà, bricolage tresse, en fait, c'est comme ça. Donc ça, c'est les tuyaux d'alimentation d'évier de lavabo que j'ai coupé des deux côtés. J'ai enlevé le tuyau en caoutchouc qu'il y avait dedans. J'ai relié du coup sur un T, donc ça fait un tube de grillage inox en fait. Donc le malt va se déposer dessus et en fait votre mou, votre jus, il va rentrer dans la tresse et ressortir voilà, par le robinet. Ça, on arrive à faire des super brassages monopaliers avec pour quelques dizaines d'euros dès qu'on bricole un peu quoi. Super, voilà, super simple, efficace. Faut juste bricoler un petit peu, mais ça marche très bien. Maintenant, des fois, je brasse avec un truc beaucoup plus technologique. Une bonne gamelle isolée de chez Léon. En fait, c'est une glacière en inox, hein, finalement, bête et méchante. Avec, du coup, un fond filtrant. Alors celui-là, je l'ai fabriqué avec une tôle, c'est mon ancien filtre de la grosse brasserie, mais c'est une tôle inox perforée, 4 pieds, 1 anneau, hop, découpé aux bonnes dimensions. Voilà, on a la même chose que ça, en un peu plus sans plastique et un peu plus chouette quand même. Ça, c'est le filtre. Ça, c'est le filtre, ouais. Non, l'ensemble. C'est ma cuve d'infusion en pâtage et qui fait. Ah oui, donc t'as pas de moyen de chauffe. Tu balances ton eau à la Non. même température. Là, c'est la méthode vraiment monopalier, sans chauffe direct. Donc, il faut arriver pile à son palier et refermer pour. C'est l'eau du robinet qui arrive là ? Ah non, c'est de l'eau chauffée. De l'eau chauffée dans une gamelle. Je fais chauffer l'eau. En général, je la fais chauffer un peu à l'avance pour aussi faire évaporer le chlore. Mais oui, l'eau, je l'envoie ouais, entre 73 et 76 degrés selon. Si c'est en hiver dans le garage et que le malt il est à 3 degrés, qu'il fait froid, ou si c'est en plein été, selon le monopalier que je veux atteindre. Voilà. Alors les fonds, voilà, la gamelle, on la trouve chez Léon, celle-là. Ça, on trouve il y a Canard Rouge ou des sites en ligne qui vous donnez votre mesure, ils vous découpent, ils vous font des filtres sur mesure, ça coûte quelques dizaines d'euros, c'est pas très cher. Et brassage au fourquet, hop, à la main. Non,
Alors, pareil, au début, je faisais ça, je touillais, tous les quarts d'heure, je rouvrais, je mélangeais, mais en fait, quand on fait ça, on fait rentrer de l'air et la température baisse et on finit à 62 degrés. Alors là, tes paliers, ils sont plus du tout bons. Et en fait, j'ai regardé mes rendements, j'ai pris mes densités, j'ai fait mes tests à l'iode. Si c'est bien homogène, alors je suis plutôt sur une dilution, je suis plutôt proche des 3 litres et demi, 4 litres d'eau par kilo de malt, donc plutôt liquide, pas un empâtage épais. Et j'extrais tout aussi bien en mélangeant juste au début, jusqu'à bien homogénéiser le tout. Et après, je ferme et je n'ouvre plus avant la filtration. Ça, c'est de la bière décarbonée. Décarboné Tu rajoutes pas d'énergie. en énergie, ouais. Ben, après, c'est très économe en énergie. Voilà. Alors, celle-là, il y a on va parler un peu bricolage aussi. Donc, j'ai la même gamelle, mais version simple, casserole inox 50 litres. Je fais des brassins de 20-25 litres finis, là, en picot. J'ai une 50 pour être un petit peu large pour l'ébullition et tout ça. C'est la gamelle toute simple avec le couvercle et il n'y a pas de robinet dessus. Il y a une mouche, là, une hermeuse. Bon, j'ai les mêmes chez moi, mais. Du coup, il y a des outils assez simples en fait pour percer les gamelles en inox et rajouter un robinet. Parce que souvent, la différence de prix juste avec un robinet en plus, elle est énorme. Et en fait, il est là, mon carton. Du coup, on trouve des trucs. Alors, il y a ça. Ça, c'est des emporte-pièces. Ça se trouve chez Canard Rouge aussi. On perce un petit trou au milieu. En fait, on met les deux éléments sur sa gamelle inox. On tourne avec une clé. Et ping, ça vous découpe un rond dans votre gamelle pile de la taille des raccords de plomberie en 1,5 ou en 3/4. Il y a toutes les tailles qui existent. Et après, vous pouvez mettre votre robinet avec un joint, un écrou adapté voilà, sur une gamelle. Ça marche bien. Et sinon, et aussi ça, c'est les forêts étagées. Pareil à mettre sur une perceuse. Et là, c'est tous les 2 mm, 4, 6, 8, 10. Donc, on perce, ça élargit de plus en plus le trou. Et on a un rond parfait aussi. Voilà, faut préparer, vérifier son diamètre au départ. Mais voilà, comment transformer des gamelles et rajouter des vannes ou des choses comme ça assez facilement. Ce genre d'outil, ouais, ça se trouve. Ça se trouve. Tac. Putain, je suis en train de démonter tout le business de Brutools de Léon. Non, c'est deux approches différentes. Hein. Je comprends que les installs automatisés comme ça soient super intéressants aussi. Moi, ça n'a jamais été mon truc. J'aime bien brasser au fourquet, quoi. Vraiment, voilà, touiller le truc, sentir et faire à la main. Donc, voilà. En ébullition, je fais le whirlpool. Tout le monde voit ce que c'est un whirlpool, hein, j'imagine. Je fais le whirlpool au fourquet aussi, alors que ce soit en 600 litres ou en 20 litres. Et un bon whirlpool, quand on arrive à faire un bon mouvement avec le fourquet et qu'on attend bien un quart d'heure, 20 minutes après, on n'a rien qui passe niveau poudre de houblon, niveau de votre cassure de protéines, etc. Au point que même en pro, sur ma grosse install, j'ai enlevé le filtre que j'avais en sortie de cuve ébullition avant le refroidissement parce que il n'y a jamais rien dedans en fait. Donc voilà, un bon whirlpool même au fourquet, on arrive à vraiment tout condenser au milieu de la gamelle et à rien avoir qui passe en particules solides en refroidissement et fermentation. Niveau mesure, alors évidemment, quand je fais une recette, je mesure pas le BC, j'ai aucune idée de l'IBU. Je mesure ma densité initiale une fois refroidi avant fermentation, ma densité finale après fermentation pour savoir combien il y a, mais je vise pas forcément un degré d'alcool précis. Je vise en gros une idée de recette. Si ça me plaît, je regarde combien elle fait d'alcool, basta. Mais voilà, la couleur, l'IBU, je l'avais fait une fois sur ma gamme de bières, mais je me rappelle même plus. Je sais pas combien elles font de BC d'IBU. Pour moi, c'est pas.
C'est pas indispensable de le savoir. On peut, hein, pour avoir des indicateurs. Moi, voilà, ça me parle pas trop d'avoir ces indicateurs, donc et la plupart des gens qui viennent chercher des bières, qui boivent mes bières ne savent pas ce que ça veut dire et s'en contrefoutent. Des EBC, des IBU, donc voilà. Et en plus, mes bières s'appellent blonde, blanche, ambrée. Bon, c'est un autre débat. Mais comme je n'arrive pas à les catégoriser dans un style, pale ale ou je ne sais quoi, en fait, elles s'appellent comme ça. C'est la blonde de la grenaille, l'ambrée de la grenaille. Une fois que les gens ont goûté, ils savent à quoi elle ressemble. Peu importe le style précis. Là, je vais encore en faire hurler, je pense. Je ne fais pas de refroidissement. Alors, ça, c'est pas valable en pro, hein. Quand, pour moi, dès qu'on passe au-dessus de 100 litres, c'est beaucoup trop risqué au niveau contamination de pas faire de refroidissement. Mais en 20 litres, ça fait 8 ans que je ne fais plus de refroidissement, ni serpentin, ni échangeur. Pour moi, l'échangeur à plaque, typiquement, c'est une source de contamination potentielle énorme en brassage amateur, parce que ça nécessite vraiment de faire des cycles de nettoyage désinfection pro, et vraiment avec les temps, les températures et les dosages de produits vraiment au poil. Et souvent, les produits pour nettoyer, désinfecter, donc sont soit d'un côté basique, alcalin, soit acide. Et les petits échangeurs à plaques sont brasés avec des métaux qui sont rongés par ces produits-là et qui finissent par être poreux et faire des nids à bactéries. Donc pour moi, l'échangeur à plaques en petit volume, c'est une connerie. En gros, c'est intéressant parce que c'est ce qui est le plus efficace niveau thermique. Et c'est des échangeurs à plaques inox avec des joints qui sont totalement démontables. Ah voilà, moi je suis totalement contre le petit échangeur à plaques. Je ne refroidis pas mes brassins de 20 litres. En fait, je finis mon ébullition, je fais mon whirlpool, j'attends mon bon quart d'heure. Alors, je vais encore en faire hurler. Je désinfecte mon seau de fermentation avec du Chemipro Oxy, qui n'est pas classé comme désinfectant, mais qui, une fois dilué, se transforme du coup en alcalin et en eau oxygénée. Et l'eau oxygénée est un désinfectant. Donc pour moi, il a une action désinfectante. Certes, on ne doit pas être à 99,6% de désinfection des bactéries, etc., comme avec du Starsan ou de l'acide peracétique ou des choses comme ça. Mais en brassage amateur, c'est très rare d'avoir des soucis quand même, juste en utilisant de l'oxy. Pas d'accord. Challenge accepté. Et alors, autre avantage de ne pas faire de refroidissement, c'est que vous désinfectez ou vous passez un coup de Chemipro Oxy et vous transférez votre mou qui doit être encore à 90 degrés dans votre seau, votre récipient de fermentation, vous refermez. Donc bon, ça refait une sorte de stérilisation. En plus, double précaution. On referme, on attend le lendemain. Une fois que c'est refroidi, entre-temps, on n'ouvre pas, surtout pas. Il y a même des petits autocollants qui donnent la température depuis l'extérieur sans avoir à ouvrir à mettre le thermomètre, donc c'est quand même hyper pratique. On ouvre, on met sa levure et c'est parti, quoi. Quasiment jamais eu de contamination sur des dizaines, des centaines de brassins de 20 litres en 8 ans, hein, en faisant comme ça. Les problèmes qu'il peut y avoir, peut-être, c'est si on fait des ajouts de houblon massif après ébullition, qui restent et qui vont rester à chaud très longtemps, qui risquent d'apporter beaucoup plus d'amertume que prévu, mais bon, ça c'est sur des styles spécifiques. Voilà. Pour ce qui est de l'ensemencement, je fais pas de réhydratation de levure, je fais pas de pied de cuve. La plupart des levures sèches maintenant quand même les fabricants recommandent d'ensemencer directement. Alors faut faire attention quand même au choc thermique, c'est bien de pas sortir sa levure du frigo juste avant de l'envoyer dans le mou à 20 degrés, ça aime pas du tout ce genre de choses, les levures. Mais je suis en ensemencement direct, autant sur du 20 litres que sur du 600. Si on respecte les doses recommandées, si on fait des grosses densités, il faut augmenter les doses de levure, sinon ça aura du mal à finir les fermentations. Ça marche très bien. Et je trouve aussi que faire une réhydratation de levure, si on n'a pas tout stérilisé parfaitement, si on n'a pas si on est sûr de ne pas faire de choc thermique entre le sachet de levure, le récipient de réhydratation et ensuite le mou,
Et si on respecte les temps, les volumes de dilution, les températures, tout ça parfaitement, c'est mieux. Ça va aider votre levure à bien démarrer votre fermentation et à bien travailler ensuite. Si vous vous loupez là sur les dilutions, sur la température ou sur la stérilisation, vous allez tout foirer, quoi. Ou même, vous allez même faire galérer plus votre levure que si vous l'aviez mise directement dans le moule. Donc, pour mon l'ensemencement direct en levure sèche, ça marche plutôt très bien. Je laisse souvent les fermentations, bon, ça dure quelques jours, une fermentation généralement. Je laisse toujours au minimum 10 jours à 20 degrés là, pour une fermentation haute. Même une fois qu'il y a plus d'activité dans le barboteur, même une fois que la densité est stable, je laisse encore à température ambiante. J'estime que même si la fermentation, vraiment la transformation des sucres fermentés cibles est finie, il se passe d'autres choses. Il y a une maturation, il y a plein de choses qui se passent qu'on ne comprend pas forcément. J'aime bien laisser le temps aussi à la bière. Et quand c'est l'été et que j'ai pas de pièces fraîches, mes brassins de 20 litres, je fais pas de garde à froid, je fais pas de cold crash. Et à part avec des levures qui sédimentent très mal, en général, en laissant suffisamment de semaines, on arrive à avoir des bières limpides sans passer par une phase froide après fermentation. Donc j'ai jamais fait de cold crash proprement dit à 0 degré ou 1 degré. Je fais des gardes à froid alors sur mes grosses cuves ou quand c'est l'hiver, je laisse 10 jours à 20 degrés. Ensuite, je passe plutôt autour de 10 degrés et je laisse au minimum 3 semaines de garde à froid avant de mettre en bouteille. Ça fait 4 semaines une rotation. Entre 4 et 5 semaines en cuve avant, ouais, entre le brassage et la mise en bouteille. Autour de 10 degrés. Quand c'est l'été, je suis plutôt à 12 parce que mon groupe froid il va pas suivre et que je trouve que ça sert à rien de consommer plus d'énergie. Alors vous allez me dire si laisser 3 semaines à 10 degrés, ça consomme forcément plus d'énergie que 24 heures à 0 degré, probablement. Après l'hiver, quand il fait 5 degrés dans la brasserie, mes gardes elles sont à 5 degrés parce que ça descend tout seul. Mais je cherche pas forcément à descendre très bas parce que ce n'est pas indispensable. Ensuite, alors j'ai pas de seau de fermentation, mais je vais dû en demander un à Léon. Il y en a plein là, ouais. De toute façon, je vais lui en racheter, donc on peut le salir, on peut mettre les doigts dessus. Le couvercle avec ou pas? Ouais, le robinet, tout, la totale. Oh, ils sont marrants ceux-là, le trou il est déporté. Alors, je pense à ça, je sais pas si vous avez déjà vu chez Casto ou le Roi Merlin, il y a des seaux de 13 litres en plastique comme ça. Si vous regardez en dessous, c'est du polypropylène haute densité, c'est de l'alimentaire. Il y a la fourchette et le truc là. Ils sont gradués jusqu'à 13 litres. Il n'y a pas de trou dans le couvercle, il n'y a pas de robinet, mais soit avec les outils, soit avec une canne de soutirage et en faisant un petit trou, on peut faire des fermentations dedans. Et notamment pour séparer un brassin de 20 litres en 2 fois 10 litres et tester 2 levures ou 2 dry hopping, c'est hyper intéressant. Et ça coûte 3 €. Les petits seaux, ils sont vachement utiles. Mais sinon, donc ouais, ces seaux-là de fermentation. Alors pour la mise en bouteille, moi, pour mes brassins Pico, en fait, j'ai un deuxième seau comme ça que je désinfecte au chimie proxy. En fait, je transfère ma bière, donc une fois purgé un peu de levure, j'enlève le barboteur, je transfère dans un autre seau, je regarde mon volume, enfin j'estime en général mon volume avant même, sans le fond de levure. Je prépare mon sucre, je fais un petit sirop que je fais un peu bouillir pour le stériliser, tout ça. Je dose mon sucre et en fait je balance mon sirop de sucre dans ma bière pendant le transfert et du coup je mélange pas. Je mets pas un coup de cuillère, je mets rien dedans, quoi. Ce qui fait qu'en fait, juste avec le transfert, le fait que ça coule et que le sirop de sucre soit assez liquide, ça va se mélanger tout seul et c'est toujours homogène. Et j'embouteille directement avec le seau. J'ai essayé les tiges de soutirage des cannes, les machins, en fait, je trouve ça plus chiant qu'autre chose. Donc, en fait, je fous mon seau avec le robinet, je l'oriente un peu de travers et je remplis mes bouteilles.
Comme ça, je les capsule, hop, terminé. Simplification encore, hein, et ça va très bien. Voilà, donc pas spécialement bon, je fais pas ça sur 600 litres évidemment, hein, mais voilà. Embouteillage, enfin mise en bouteille super facile. Voilà, un petit truc, si vous avez pas de système, je sais pas si vous avez, enfin je sais pas qui brasse en matériel, en machine, électronique ou en brassage comme ça bricolé. Pour le rinçage, heu, pour le rinçage des drèches, si vous avez pas de système d'arroseur, de tuyaux percés, de pommeaux d'arrosoir, de trucs, de je sais pas quoi, ou de boules rotatives, heu, un bol ou une tasse que vous enquillez dans votre gâteau de brèche, vous versez votre eau de rinçage avec une cruche dedans, par débord, du coup, ça va rincer tout votre gâteau sans retourner, toute la couche et sans rebalancer vos farines et vos particules dans votre mou. Technique de rinçage quand vous avez pas votre équipement, vous avez rien sous la main et tout. Je le fais toujours comme ça en 20 litres. J'ai vu faire dans une brasserie en 10 hectos aussi avec un seau comme ça, et un gros tuyau d'eau qui arrivait dedans, et ça marche aussi très bien, voilà. Technique bricolage. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Souvent, en fait, je vois quand je fais des journées d'initiation de brassage amateur à la brasserie, des gens qui arrivent et qui ont jamais fait avec quelqu'un d'autre et qui ont commencé avec un guide internet ou avec, ouais, une fiche technique ou un truc, et en fait qui se compliquent la vie. Bon là, je simplifie beaucoup de choses, mais qui se compliquent la vie, qui pensent qu'il faut forcément faire du multipalier, qu'il faut absolument refroidir, avant d'ensemencer, qu'il faut absolument réhydrater la levure, qui j'en ai vu qui désinfectent tout le matériel, mais de l'empâtage, jusqu'à l'ébullition, tout ce qu'ils utilisent, même avant ébullition. Quand on fait une ébullition d'1 heure à 1 heure et demie, on stérilise tout, hein, donc tout ce qu'il y a avant, il faut que ce soit nettoyé, il y a pas besoin de désinfecter, mais j'en ai vu qui faisaient ça, bon, c'est pas la peine, quoi. Hem, je pense que les défauts, ce qu'on appelle les faux goûts, notamment les faux goûts de fermentation, les esters, les phénols, quand c'est un tout petit peu marqué, que c'est pas trop marqué, que ça devient pas, en fait, un défaut, ça participe au caractère de la bière et aux spécificités aussi de chaque brasserie, de chaque bière. En fait, je pense qu'on n'est pas obligé de tout maîtriser. Il y a des choses essentielles, mais laisser faire un petit peu les choses tant que ça devient pas un truc désagréable. Si ça devient désagréable, il faut trouver une solution. Mais des fois, un peu de phénol, un peu d'ester, voilà, un petit truc, pas maîtrisé va apporter en fait une touche, unique et qui fait la diversité aussi des bières et qui apporte des choses que, voilà, qu'on n'a pas forcément réfléchi et millimétré, mais ça va faire partie aussi de votre typicité, de vos biens, de votre style, et en fait, de toute façon, chaque technique, chaque matériel, chaque chose va apporter des nuances, et on sait très bien qu'en prenant la recette de bière d'un tel ou une telle, si on essaye de la refaire, on n'arrivera jamais à refaire exactement la même parce qu'il y a trop de détails à chaque étape, il y a trop de choses. Mais voilà, moi je brasse avec l'eau, que j'ai, je maîtrise pas tout au millimètre. Si le résultat me convient, je suis content, quoi. Même si ça rentre pas dans une case et même si c'est pas, voilà. Ah oui. Mais vous pouvez quand même choper du matériel, vachement bien, ça Acheter n'empêche des pas. Pro Tools. Et si vous voulez faire, des corrections d'eau au millimètre, si vous voulez suivre des styles de bière et vraiment être très précis pour atteindre des résultats, voilà, ciblés, enfin, c'est bien aussi. Il y a d'autres façons d'approcher le brassage, Moi, voilà. par exemple, pour te dire, si j'avais continué à brasser chez moi, je me serais limité à faire que de l'ambré. Ouais, parce que Parce que sur moi, des je ne suis jamais, pendant des années et des années, je n'arrivais pas à faire autre chose que ça. Tout ce qui était blond, c'était dégueulasse, ça avait un goût de ferraille. Tout ce qui était
blanches, c'était pareil. Et voir les ambrées, si elles n'étaient pas trop corsées, elles tournaient tout de suite en oxydation. D'accord. Alors, j'ai longtemps cherché, je pensais que c'était ma méthode. Et quand j'ai compris que c'était ma flotte qui foutait le bordel, eh ben, j'ai réglé tous mes problèmes. D'accord. Donc, tu vois, je n'ai pas la chance d'habiter chez toi. Ouais. Parce que je pense que c'est une chance. Et pourtant, j'ai essayé toutes les sources qui coulent dans tous les sens, Ouais. y compris l'eau de la concession. Tu vois. Et en fait, j'avais trop de fer, tout simplement. Trop de fer, Trop de fer dans d'accord. la flotte. Tu vois. Et ce fer-là me donnait un goût d'oxydation de ferraille. D'accord. Et elle était bonne sucrée, puis dès que les levures dès que tu arrivais en garde au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, Mhm. bah, tout de suite elle devenait moyenne et virée. D'accord. Ah, c'était plus bonne. C'est pas ce que j'attendais. C'est la limite de mon approche. Ce que je dis, c'est que si le résultat vous convient et que tout va Ça bien, ne change rien. vous n'êtes pas obligé de complexifier et d'être plus précis. Si effectivement il y a un truc qui revient, qui ne va pas, il faut trouver comment l'améliorer et ça peut être effectivement le profil de l'eau peut être une piste parmi d'autres, quoi. Oui, tu arrives à garder bien une constance aussi, comme tu es professionnel. J'imagine que tes clients, ils veulent retrouver tes bières, ta gamme. D'une cuvée à l'autre, ma bière, on va la reconnaître, la blonde, on va la reconnaître, la porter, on va la reconnaître, mais il y a des variations. Et j'estime qu'une bière artisanale peut avoir des variations, comme un vin. Un vin n'est pas le même chaque année. Et de toute façon, enfin, nos maltes, ils sont pas toujours exactement les mêmes. Les houblons à chaque récolte ne sont pas exactement les mêmes. Et moi, j'estime qu'il y a une variation et que c'est normal. Après, on reste, oui, on va la reconnaître. Elle ne changera pas du tout au tout. Je connais une brasserie, il y a 2 brasseurs associés qui ne s'entendent plus depuis des années. Ils sont pas d'accord sur la recette de blanche. Quand c'est l'un qui la brasse, il l'a fait avec coriandre, machin truc, plutôt à la belge. Quand c'est l'autre qui le fait, il l'a fait en mode Hefeweizen à l'allemande. Donc, quand tu achètes une bouteille de blanche de cette brasserie, c'est peut-être l'un ou l'autre, et là, c'est complètement différent, quoi. Donc là, bon, oui, et c'est la même étiquette. Bon, là, dry hop, je fais quelques fois. C'est pas ce que je préfère. Je trouve vraiment chiant avec le dry hop, c'est que ça tienne pas dans le temps, que l'arôme il s'effondre au bout de quelques mois. Sur des bières très houblonnées, alors l'IPA que j'ai dans ma gamme standard, elle est dry hopée. Souvent sur les autres bières, bah là la Lady Jane qui est très marquée en houblon là que j'ai sorti à midi, c'est du flame out, du flamout, je préfère, ça fait un peu mammouth, ça fait un peu franchouillard. C'est un gros flamout de houblon aromatique, mais il n'y a pas de dry hop. Et ça marche assez bien aussi pour faire des gros aromatiques. Bière aux fruits, non, jamais fait. J'ai essayé une fois avec des cerises de mon verger comme ça, mais à l'arrache. C'est pas trop mon truc. Bière aux épices, bah, à part celle au fenugrec, c'est la première que je fais. Non. J'ai été longtemps un intégriste malt houblon levure eau. Maintenant, je m'essaye à d'autres trucs. Il y en a qui font ça très bien. J'ai arrêté d'être anti bière aux fruits, tout ça, parce que j'en ai goûté des biens. Mais c'est pas mon truc à moi. Ouais. Je peux parler du bouquin. Oui, j'ai fait. Où qu'il est? Il est là derrière. Donc, comme je fais des ateliers d'initiation brassage amateur depuis des années, parce que, il y a un truc qui est génial dans la bière, c'est le partage. Et je trouve que la bière va très bien avec le partage. Alors, le partage d'une bière, c'est pour un coup, mais le partage des connaissances et les forums et les genres de rencontres comme ça, c'est vraiment l'esprit, je trouve, de la bière aussi. De partager. Chacun donne un peu ses recettes, ses techniques, ses petits trucs, et on évolue tous, on avance tous vers le mieux, quoi. Donc, c'est chouette. Et comme je faisais des journées d'initiation, j'ai fait un petit livret où j'ai condensé un peu. Je n'ai pas fait un copier d'univers bière, un copier-coller, hein, mais je me suis beaucoup inspiré au départ. Et après, j'ai pris des sources un peu partout, de moi, mon expérience, de tout ce que j'ai pu lire à droite à gauche, de tout ce que j'ai échangé avec d'autres brasseries. Et à force de faire ce livret, de l'améliorer, de rajouter des choses et tout, c'est devenu un truc de quand même plusieurs dizaines de pages et assez conséquent. Donc, j'ai voulu en faire un livre parce que je trouvais que dans ce qu'on trouvait en littérature francophone, maintenant il y a des bons livres, je trouve, de brassage, mais qui sont souvent tout de suite assez conséquents, assez détaillés, ou
pas assez clair pour démarrer. Je trouve qu'en fait, on s'y perd. Il y a trop d'informations, il y a trop de choses dedans et vraiment pour démarrer quand on part de 0, c'est pas le plus évident et du coup, bah, j'ai fini par sortir le livre, un petit guide de brassage amateur qui s'appelle Brassage amateur, tout simplement. Voilà, qui fait une centaine de pages et c'est vraiment une approche simple pour démarrer. Alors c'est du tout grain, on parle pas de kit, de concentré, tout ça, hein. En tout grain, voilà, pour démarrer dans le brassage et après, il y a d'autres livres pour aller un peu plus loin ou des sites internet pour peaufiner sa pratique et tout ça, mais voilà, du coup, il est disponible sur Microbrasseur. J'en ai quelques exemplaires là, mais il est disponible sur Microbrasseur chez Léon en ligne, entre autres. Je peux faire des dédicaces si vraiment vous voulez. Je ferai pas de dessin, c'est pas moi qui ai fait les illustrations, je sais pas dessiner. Mais voilà, et il y a des petites cartes. On avait fait des cartes sérigraphiées, voilà, avec plein de petits matériels de brassage, sur un beau papier, tout ça, avec le financement participatif parce qu'on a auto-édité le livre, parce que les maisons d'édition, c'est très compliqué niveau des délais de parution et tout ça, avec les confinements Covid et tout ça, ils ont tous des retards de dingue. Donc voilà. Donc si vous voulez des petites cartes pour décorer votre coin brassage chez vous et tout ça, vous pouvez vous servir. Tout ce qui restera ira chez Léon. Comme ça, il fera des petits cadeaux dans les colis quand il y a de la place. Et je crois que Léon s'impatiente pour l'apéro, donc s'il n'y a pas d'autres questions.